Face aux très nombreuses annonces de Marvel, DC riposte avec une seule déclaration officielle, celle de Zack Snyder qui dit que son Batman dira le mot fuck dans sa Snyder Cut. Putain, mais si jamais la recette c'était un vieux qui dit des gros mots, alors il fallait prendre René Malville dans le rôle de Bruce Wayne. Va niquer ta mère, le con de tes morts, je nique ta grand-mère. En tout cas, ça fera toujours plaisir à Marvel de voir que Batman écoute les conseils de Stan Lee qui faisait l'apologie du mot fuck, comme je vous le disais il y a 2 semaines. Fuck you. Ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 275e JT Comics. L'écrivain John Le Carré est mort, et cet ancien espion détestait James Bond, probablement parce qu'il n'arrivait absolument pas à le prendre à un concours de vodka martini. À chaque fois, il finissait rond. Et sans plus attendre, on passe aux news de la semaine. L'ironie. Il n'y a pas que moi qui arrive à prédire l'avenir, puisque je vous rappelle que je suis peut-être tristement sur YouTube le dernier à avoir fait une blague sur la mort de Valéry Giscard d'Estaing quelques heures avant que celle-ci ne survienne, même si bon, je suis pas très fort en maths, mais statistiquement parlant, enfin, bref, c'est une scène cette semaine de Avengers Endgame qui est devenue réalité, non pas celle où on voit Joe Biden sur un banc épuisé d'avoir fait une dernière danse avec Donald Trump, mais on a repéré une baleine dans l'Hudson, et c'est ce dont se sert Steve Rogers pour remonter le moral à Natasha Romanoff, essayer de lui faire voir le bon côté d'une terre à moitié pleine. Exactement comme dans Endgame, c'est dû à la fois à l'amélioration de la qualité de l'eau et à la présence de poissons proies de ces baleines qui les suivent. On a même vu de l'eau jaillir de l'évent, à moins que ça soit Thanos qui lâche une caisse en se tapant un petit crawl. Quoi qu'il en soit, c'est toujours marrant de voir comment l'art et la réalité se répondent. Qui est-ce ? Tiens, puisque les jeux de société ont le vent en poupe en ce moment, on va se faire un petit qui est-ce avec les annonces récentes. Est-ce que c'est un artisan ? Oui. Est-ce que c'est un boucher ? Oui. Est-ce qu'il a une boutique dans les Ardennes ? Non, il ne vous sert pas non plus ni de l'Aubrac, ni de la limousine, mais plutôt du dieu, puisque c'est confirmé, Christian Bale incarnera bien Gore, le massacreur de Dieu dans le prochain opus de Thor. Et alors, vu que Thor est devenu une espèce d'Asgardien de la galaxie, on va peut-être le rencontrer dans l'espace. Et souvenons-nous que son épée, la Necrosword, lui vient de Gnull. Ça pourrait ouvrir un boulevard royal à Venom, mais n'espérons pas trop quand on a vu Thor 3. Tiens, une autre, est-ce que tout le monde le savait déjà ? Oui, voilà, c'est fait. Hailey Steinfeld est enfin confirmée dans le rôle de Kate Bishop, même si c'était comme une course Philippe Croison Usain Bolt, couru d'avance. Un petit peu comme la prochaine, est-ce qu'elle a mangé une huître repas fraîche juste après une séance de crossfit ? Non. Si elle est verte, c'est parce que Tatiana Maslany est enfin confirmée dans le rôle de She-Hulk, puisqu'on est dans les secrets très mal gardés. Est-ce qu'il est d'enfer dans tous les rôles qu'il incarne, particulièrement aussi, récemment je l'ai vu en plus de la saison 3 de True Detective. Oui, c'est fait, c'est vendu. Mahershala Ali incarnera bien Blade dans un prochain film Marvel, probablement pour la phase 5. Une dernière pour la route, est-ce que c'est Batman ? Oui. Bruce Wayne ? Non. Luke Fox non plus, Lucius Fox non plus, puisque DC a dévoilé que son Batman de John Ridley du Future State ne serait autre que Timothy Fox, le fils un petit peu oublié de Lucius Fox, dont l'histoire peut se résumer en 2 crises. La première, c'est une crise entre justement le père et le fils, l'un reprochant à l'autre de travailler pour Bruce Wayne, parce qu'il a un petit peu été embrigadé par un gang qui lui fait croire que Bruce Wayne c'est un marchand de sommeil, au point qu'il va participer au cambriolage de la fondation Wayne. Il va faire un mini repentir, mais après la deuxième crise, la crise des terres infinies, Crisis on Infinite Earth, il va complètement disparaître de la circulation, ou presque, un petit peu comme Lionel Jospin après 2002. Il signe donc son retour au premier plan et me tarde de voir comment est-ce qu'il va se débrouiller dans la cape du Chevalier Noir. Top 1%. Est-ce que ça vous intéresserait des news de moi, parce que j'ai vu qu'OnlyFans avait l'air de plutôt bien rapporter pour certains, et je vous avoue qu'il me faut 3500 balles pour me payer le script jamais publié d'un annual de Gen 13 par Alan Moore. Celui-ci l'a faxé à Scott Dumbier, c'est lui qui le vend, il était éditeur chez Wildstorm à l'époque. C'est un classique de Moore en plus, il n'avait écrit que 28 pages sur les 48 prévues originellement, et pour ces 28 pages, il y a 35 pages de script. Moore écrivait toujours plus d'une page de script pour une page de BD concrète. Alors n'ayez crainte, Scott Dumbier fait ça avec l'aval du patron d'Alan Moore, puisqu'en réalité c'est pour aider à couvrir les frais médicaux ophtalmologiques en plus de l'artiste encreur Bob Wiacek, qu'on connaît puisqu'il a travaillé avec les plus grands, Kurt Swan sur Superman, sur les X-Men avec John Romita, avec George Perez, avec Walt Simonson, avec plein d'autres. Moi perso, à ma modeste mesure, je suis prêt à lui envoyer un billet juste s'il m'envoie le scan des pages en HD. Et au pire, si mon commerce de news ne fonctionne pas, que je récolte que quelques dizaines d'euros, je me rabattrai sur les prochaines campagnes de l'éditeur Comics Initiative, qui me laisse le plaisir de vous annoncer en avant-première et en exclusivité qu'ils vont publier encore
un Alan Moore inédit, de Bodger Freeze Saga avec l'artiste Steve Parkhouse. Pour faire simple, ils ont créé une espèce de famille Adams très loufoque qu'on va découvrir à travers les yeux d'un mec qui vient essayer en vain de collecter le loyer. Il y a un vampire, un loup-garou bouffeur de caniche, un grand-père avec une forme assez spéciale. C'est bourré d'humour anglais, c'est comme toutes les œuvres d'Alan Moore engagé socialement. C'est Alex Nikolavitch qui signera la traduction. Il m'a dit que c'était un sacré défi, mais je suis certain qu'il le relèvera haut la main. Et entre ça et les strips de Brian Bolland, à premier trimestre 2021, Comics Initiative n'a pas fini de nous faire aller en campagne, même si c'est que sur Ulule. Gavage de news! En pleine crise du Covid, les actionnaires français ne se sont partagés que 37 milliards d'euros de dividendes, hein, les pauvres. Mais c'est clairement les actionnaires de Disney qui sont les mieux lotis, puisque avant on attendait quand même les grosses conventions pour faire les grosses annonces, hein, la San Diego Comic Con, la New York Comic Con, et désormais c'est ce qu'on appelle la journée de l'investisseur, hein, de la souris, qui est the place to be en termes de grosses annonces. Comme ces gens-là, ça aime bien bouffer du foie gras, mais que les restaurateurs français sont quasiment tous en train de crever, eh bien c'est nous qu'ils gavent de news comme si on était des oies, hein. Je savais plus si je voyais des images de Disney ou de L214. Près de 60 films, séries et documentaires exclusifs ont été dévoilés. Ils seront sur Disney+, ça c'est sûr, peut-être au cinéma, hein, si on se rappelle aussi que le secteur culturel est à l'agonie, hein, donc s'il y en a encore après. 9 projets Star Wars, 6 nouveaux projets Marvel Studios, qui ont quasiment tous des noms d'events bien connus de nous autres fans de comics, mais méfiez-vous, hein, souvenez-vous que sur les lasagnes il y avait marqué au bœuf alors qu'à l'intérieur c'était du cheval, donc partons pas de suite au galop. On aura du Secret Invasion avec Telos et Nick Fury, du Iron Heart, donc sur cette jeune fille brillante qui a réussi avec de la contre-ingénierie à reconstruire une des premières armures d'Iron Man dans sa chambre d'étudiante du MIT. Une série Armor Wars, donc avec War Machine, Don Cheadle, qui nous montrera ce que ça fait quand la technologie d'Iron Man tombe dans des mauvaises mains. Un Christmas Special de Noël, donc des Gardiens de la Galaxie, vivement qu'ils fassent plutôt les Summer Special, ça va nous faire tout drôle. On aura une série de courts-métrages sur Groot, hein, est-ce qu'il va nous montrer sa petite brindille, est-ce que ça va envoyer du bois, est-ce qu'il y aura des figatelles, hein, puisque le point commun entre les deux c'est l'écorce. Et enfin entre les Fantastic Four et les X-Men, ils ont tranché, hein, ce sera la première famille de chez Marvel qui rentrera d'abord dans le MCU, oui, mais par John Watts, hein, le réalisateur des premiers Spider-Man, hein, donc certains le déplorent en voulant quelque chose d'un petit peu plus révolutionnaire pour les 4 fantastiques, mais souvenez-vous, hein, les films du MCU c'est simplement des variantes de recettes de gâteaux yaourt, mais les gâteaux yaourt on est toujours content d'en bouffer quand il y en a à 4 heures, petits et grands, hein, c'est pas certes de la haute gastronomie, mais on en bouffe toujours plus que des millefeuilles au thé matcha. On a pu aussi voir des extraits des projets déjà annoncés, donc on a vu WandaVision, on a vu du Miss Marvel, on a vu du Falcon and New Winter Soldier, on a vu les What If qui ont l'air super intéressants, on a vu la série Loki également avec cette illustration de Valerio Schiti adaptée quasiment au millimètre près à l'écran, ça doit toujours faire bizarre pour un artiste. Mais à part ça, nous n'avons vu que des logos, hein, la preuve que le métier de graphiste est un métier super important, hein, et je sais pas vous, mais en plus, bon, on a encore eu une annonce d'une série Marvel Legends qui viendrait un petit peu expliquer le MCU, certains personnages, hein, pour peut-être clarifier les choses. Là, la première, ça sera sur Wanda et sur Vision, en prévision évidemment de leur série. Du coup, je sais pas vous, hein, mais moi avec la multiplication des annonces, et bien l'effet de surprise qu'on a pu avoir par exemple quand ils nous avaient embrouillé en mettant un autre nom à Captain America, et puis à la fin de la conférence, Kevin Feige avait dit Captain America Civil War, ça avait hurlé dans la salle, et bien cet effet de surprise là, je le trouve dilué, et au final, même si les projets m'intéressent et que je regarderai probablement la majorité d'entre eux, ben, j'ai du mal à m'émerveiller, donc je vous laisse me dire vous, dans les commentaires, quelle est l'annonce, le projet qui vous a fait le plus demi-mollet, demi-mouillé. King Richard. Un visionnaire s'en est allé, un artiste, Richard Corben, est mort. Alors même si on n'aimait pas son style, hein, eh bien, il faut savoir qu'il a au moins influencé de près ou de loin un de nos artistes préférés. La preuve, c'est quand Jean Giraud, Mobius dit ça de toi, il disait Richard Corben se tient parmi nous tel un sommet extraterrestre. Il s'est assis dans son trône voilà bien longtemps, au-dessus du champ multicolore en mouvement des comics du monde, tel le buste du dirigeant. Un étrange monolithe, un sublime visiteur, une énigme solitaire. Outre son imaginaire fascinant, hein, dont on pourrait parler pendant des heures, eh bien Richard Corben, c'est surtout quelqu'un qui vient de la marge et qui a su élever le niveau des publications dites underground. Il a révolutionné les codes de l'horreur aussi, hein, de la fantasy, notamment avec son Den chez Heavy Metal. Et si son style était si facilement identifiable, c'est entre autres parce qu'il a révolutionné la façon de mettre ses œuvres en couleur. Le type a inventé l'impression de comics artisanale, hein, c'est-à-dire qu'il a importé
apporté dans la BD des techniques qu'on utilisait peut-être un petit peu à l'époque dans l'animation. Il a été le premier à utiliser des calques dans des comics underground. Il faisait d'abord sa planche en noir et blanc, en nuance de gris si vous préférez, sauf que celle-ci, elle m'excite vraiment. Et puis ensuite, il prenait des rhodoïdes, donc des feuilles de plastique transparent sur lesquelles il appliquait jusqu'à 4 calques par couleur, magenta, cyan et jaune, et donc en allant de la teinte la plus foncée jusqu'à la plus claire. Donc il y avait jusqu'à 12 calques de couleurs par illustration. Il se servait d'un aérographe pour harmoniser tout ça, et puis pour les aplatir, il se servait d'un appareil photo et d'une technique dite du transfert photo mécanique, à savoir plusieurs expositions, jusqu'à 7 sur un même film, et il variait les durées d'exposition pour jouer avec la lumière et avoir, suivant la couleur, l'effet désiré. C'est une technique qu'il a mis très longtemps à maîtriser, mais finalement, dès qu'on ouvrait un seul de ses ouvrages, ça nous mettait un chaos technique dans la rétine. J'ai fait un long fil sur Twitter ainsi qu'un post Facebook où je résume la quasi-totalité, parce qu'on en oublie toujours, de ses productions mainstream, de ses travaux donc chez les Big Two, Marvel, DC et les filiales. Il a par exemple emprisonné et rendu fou John Constantine avec Brian Azzarello. Il a aussi emprisonné Ghost Rider, Johnny Blaze, et il doit avoir un problème avec les blonds qui sont libres. Il a aussi dessiné 3 pages des X-Men scénarisées par Monsieur Alan Moore, dans lequel on pouvait voir Magneto enfiler Cerebro sur la tête. Même chez Mignola, il a mené Hellboy dans les Appalaches ou jusqu'au Mexique, et ça c'était un des rares trucs bien dans le dernier film. C'est l'éditeur Delirium et son boss Laurent Lerner qui a probablement le plus beau catalogue dédié à Richard Corben en France, avec Panini aussi qui en a pas mal. C'est dommage que Urban n'ait pas sorti un recueil de toutes les parutions Vertigo de Corben, notamment le solo numéro 2, c'était un magazine génial ça, dans lequel DC laissait carte blanche à un artiste. Et je vous laisse me dire vous dans les commentaires comment est-ce que vous avez découvert Richard Corben, et puis longue vie à lui. Art séquentiel. Dans l'actualité purement comics, DC a dévoilé le projet secret soi-disant sur Batman de Guillaume March et de James Tynion de Force, et en fait il s'agissait d'une série ongoing sur le Joker, dont je peux pas vous dévoiler le synopsis sans vous spoiler, mais je vais quand même vous montrer la variante cover de Frank Quitely parce que c'est toujours très joli. DC mise pas mal sur ses vilains, puisqu'ils vont sortir une mini-série en 6 chapitres sur le fameux syndicat du crime de la Terre numéro 3, la Terre où le bien et le mal sont complètement inversés, où c'est pas la Justice League mais c'est un conseil municipal de Levallois-Perret. DC mise également énormément sur son format anthologie, 64 pages, $8, puisqu'ils vont sortir le tout premier chapitre de Batman Urban Legend, qui verra le Chevalier Noir associé à d'autres guests, notamment un Red Hood pour Chip Zdarsky et Eddie Barrows, un Grifter avec Matthew Rosenberg et Ryan Benjamin. Il y aura du Harley Quinn, il y aura les Outsiders, mais la version Future State, puisque le numéro sera très ancré à la continuité, au Batman numéro 101, au gros event DC Future States. Et en parlant d'event justement, le grand ponte de chez Marvel Comics, Tom Brevoort, a déclaré au sujet de l'event Enter the Phoenix que, comme très souvent avec cette entité, elle amènerait la destruction, mais qu'après chaque destruction il y a la renaissance, donc peut-être un prochain Marvel Rebirth en vue. En attendant, l'éditeur se souvient quand même de son passé, va proposer le numéro anniversaire des 80 ans de Captain America, bien épais, avec plein d'histoires, plein de créateurs, et surtout avec cette sublime couverture qui est une réinvention de la couverture de Avengers numéro 4 par Monsieur Steve McNiven. On en parlait la semaine dernière, mais Deadpool va aussi avoir son numéro spécial 30 ans. Rob Liefeld revient, mais plus que ce que l'on croyait, puisqu'il va avoir une série de 5 podcasts sur la création de Deadpool. J'espère qu'il va quand même mentionner le co-créateur, Fabian Nicieza, lui qui avait dit qu'il aurait pu créer Deadpool avec n'importe quel concierge. C'est la Rob Liefeld Touch qui avait fait la magie du personnage, en gros. Même si j'y crois moyen, puisque le podcast s'appelle Robservation with Rob Liefeld, et j'espère qu'on n'entendra pas trop se caresser pendant qu'il parle de lui, sinon ça va virer en ASMR un peu chelou. Et sinon, en indé, James Aaron nous offre son Ultra Méga, un comics dans la veine de ceux qui l'adoraient lire quand il était plus jeune, donc tout en mouvement, sanglant et plein de grossièreté. En plus, c'est colorisé par Dave Stewart, donc c'est que mieux. Et puis l'équipe qui nous a offert un Skyward, qui est édité en France par iComics, nous offrira Shadecraft, où l'histoire de Zadie Liu, qui a des très bonnes raisons d'avoir peur de son ombre et comment faire pour se battre contre quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Lisez, cette semaine j'ai toujours pas lu le Mind MGMT de Matt Kindt chez Toussaint Louverture, ça ne saurait tarder. J'ai quand même relu quelques Corben, notamment le Hard Time par Brian Azzarello, c'est vers le numéro 150 de la série Hellblazer, il y a 5 parties. C'est toujours un régal de voir John Constantine en tôle devenir un espèce de roi des clopes. Je vous conseille énormément, je pense que c'est réédité chez Urban dans les anthologies Hellblazer que je vous conseille toutes. Voilà. Je vous laisse me dire ce que vous lisez cette semaine, ce que vous geekez, les fêtes un petit peu que vous préférez
préparer. J'espère que vous allez offrir un petit peu des comics à Noël. Acheter en librairie si possible, c'est que mieux. Hein. C'est la fin de ce JT. J'espère qu'il vous a plu. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux à le regarder, d'être toujours de plus en plus nombreux à mettre des pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout et ça me fait plaisir, je vous le dis, c'est clair. Je vous laisse réagir dans les commentaires sur YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, bien sûr les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis plus de 5 ans maintenant. Prenez soin de vous, prenez soin de tous. On sait quand même que la période de Noël, c'est une période qui peut être un petit peu plus éprouvante pour le moral, doublement avec la situation sanitaire du moment. Donc si ça va pas, eh bien n'hésitez pas à en parler autour de vous. Même moi, mes messages sont tous ouverts à peu près sur tous les réseaux. Promis, les nudes, c'était une blague, j'en enverrai pas. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Ceci dit, pour Groot et Captain America, vous imaginez quand même quel genre de gourdin on doit avoir après avoir dormi plus de 65 ans? C'est ça qui fait dire putain Batman, c'est le genre de truc à effrayer même grand-mère Feuillage.